Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons évoquer un sujet qui concerne l'Asie, mais pas seulement, mais un sujet dans lequel l'Asie est aussi au cœur de sa problématique, à savoir la rencontre des BRICS en Afrique du Sud à Johannesburg, qui s'est tenue entre le 22 et le 24 août 2023. Donc ce sommet des BRICS, on va essayer de l'analyser, on va essayer de donner un peu le contexte, de rappeler certains éléments de contenu qui permettent de mettre en perspective celui-là, et on va évidemment aussi proposer une certaine analyse parce que, comme souvent, quand il s'agit de BRICS, comme souvent, quand il s'agit des pays émergents, et particulièrement de la Chine, il y a toujours un grand nombre de commentaires qui sont parfois contradictoires, qui sont parfois paradoxaux, et en même temps, il y a aussi toujours une forme de fascination pour ce type de rassemblement géopolitique qui réunit ce qu'on appelle parfois un peu, sans doute, à tort, ou du moins de façon pas tout à fait adéquate, donc le sommet du Global Sud. Alors on a déjà pas mal parlé dans cette émission de ce problème, de ce concept du Global Sud qui est extrêmement, on va dire, équivoque, et qui en plus peut être utilisé par des nations très différentes pour dire qu'elles représentent, elles, le Sud global, que ce soit l'Inde, la Chine ou les pays de l'ASEAN, etc. Donc, le sommet des BRICS de 2023, c'est le 15e sommet annuel du nom. Il s'agit pour les principaux chefs d'État de ce groupe, de ce club de pays émergents ou anciennement émergents, puisqu'en fait le statut de la Chine comme pays émergent est aussi aujourd'hui en question, et qu'on peut considérer par certains aspects, notamment certains aspects financiers, que la Chine n'est plus un émergent, mais est déjà un pays développé. Et ici, il y a aussi un paradoxe qu'on a souvent noté, à savoir que d'un côté, la Chine veut qu'on la considère comme un pays au même rang que les autres, voire sans doute à certains égards supérieur à la plupart des autres, si ce n'est les États-Unis, d'où la rivalité. Et en même temps, si on assigne à la Chine le statut de pays développé, eh bien ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses au niveau de ses droits à l'OMC, ça change aussi beaucoup de choses au niveau de ses responsabilités en termes de changement climatique, puisque dans ce cas-là, la Chine ne fait plus partie de l'annexe 1 et a des engagements qui sont en fait obligatoires au niveau de la réduction de ses émissions. On rappelle que la Chine est le premier pays qui émet du CO2 au monde, avec presque bientôt entre un quart et un tiers des émissions mondiales. Donc, ces chefs de l'État du BRICS, le BRICS, c'est quoi ? Donc, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Alors, au départ, c'est le terme BRICS, pour faire un tout petit peu d'histoire, ça a été inventé finalement en 2001 par un économiste de Goldman Sachs, Jim O'Neill, à un moment où le groupe n'existait pas encore, en 2001. En 2009, le groupe se constitue. Il se constitue d'abord avec Brésil, Russie, Inde et Chine, à un moment donné où la croissance de ces quatre pays était assez spectaculaire. Et on y avait toute une sorte d'attente. D'une certaine manière, le club, la réunion des BRICS de ces pays cristallisait une attente qui s'était déjà formée à partir des années 2000, comme on le voit par l'acronyme de Jim O'Neill, travaillant à la banque Goldman Sachs. Ici, l'idée pour Jim O'Neill était que ces économies, elles allaient en fait dominer l'économie mondiale en 2050. Et a priori, c'est pas tout à fait ce qui va arriver, ni pour la Russie, ni pour le Brésil. Alors, il est vrai que l'économie totale des BRICS,
représentait en 2015 25,6% du PIB mondial et surtout 42% de la population mondiale. Mais en fait, très vite, à partir de 2012, il y a eu une stagnation économique mondiale qui a affecté sérieusement les BRICS, particulièrement le Brésil et la Russie. Alors aujourd'hui, la Russie, avec la guerre en Ukraine, se situe en termes de croissance économique plutôt dans les zones négatives que dans des croissances à deux chiffres. Et donc, il y a eu en fait un recul de la croissance des BRICS à la fin des années 2000, à la fin des années 2010, et avec aussi une sortie des capitaux étrangers, accroissement de l'inflation et aussi exacerbation des inégalités. Ensuite, les années de Covid, la guerre de la Russie à l'Ukraine, tout cela a fait que, en fait, on ne peut plus considérer les BRICS comme forcément le club de nations les plus puissantes de demain, même si finalement celles-ci ont toujours un rôle, et notamment un rôle, je dirais, représentatif, un rôle presque symbolique dans cette volonté de représenter finalement ce qui n'est ni l'Ouest et le Nord, donc un groupe de deux pays qui voulait encore une fois s'opposer comme une sorte de continuité du groupe des non-alignés, et qui jouait sur cette fibre géopolitique alternative. Bien sûr, même aujourd'hui, les BRICS contribuent à 31,5% du PIB mondial, c'est beaucoup, et en fait c'est plus que les pays du G7 qui sont tombés à 30%, donc on peut dire que c'est d'une certaine manière une puissance qui compte économiquement, mais aussi en même temps on doit se rappeler que parmi ces BRICS, il y a la Chine, et que la Chine c'est 70% en fait, de tout du PIB des BRICS total. C'est-à-dire que si la Chine, évidemment, dévisse du point de vue économique, les BRICS n'ont plus du tout le même poids. Et 70% sur le total, ça fait quand même une forme d'ascendance économique, et donc on n'est pas du tout sur un ensemble de pays qui se situent au même niveau économiquement, militairement, géopolitiquement. Et c'est encore plus, je reviendrai peut-être, c'est encore plus difficile la situation des BRICS que les deux, on va dire, représentants les plus marquants, la Chine et l'Inde, ne sont pas forcément en bonne entente du point de vue géopolitique, puisque il est difficile d'espérer une dynamique positive pour un groupe géopolitique quand ces deux principaux fondateurs, finalement, sont pratiquement en rivalité, pour ne pas dire en conflit, l'un avec l'autre, comme la Chine et l'Inde. C'est dans ce contexte, en fait, de perte de vitesse un peu que le groupe des BRICS a voulu en fait s'élargir, donc il s'est élargi, c'est la grande nouvelle géopolitique de cette réunion des BRICS en 2023, en Afrique du Sud. Alors il y a beaucoup de pays qui voulaient en fait faire partie des BRICS, l'Algérie, le Bahreïn, le Bangladesh, la Bolivie, le Cuba, Thaïlande, le Venezuela, le Vietnam, j'en passe. Et finalement, lors du sommet 2023, il y a eu en fait ces pays qui ont été rajoutés à ce groupe, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc 6 pays. Alors on remarque que sur ces 6 pays, il n'y en a aucun qui est ces nouveaux entrants. Ces 6 nouveaux entrants, il n'y en a aucun qui fait partie d'Asie. On peut penser que ni l'Inde ni la Chine ont pu se mettre d'accord sur ce sujet-là. Et aussi, on remarque, si on voit ces pays-là, je veux dire Égypte, Iran, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, et même Éthiopie, dans une relative mesure, du point de vue de ces ports, en fait, il s'agit pratiquement des pays les plus importants en termes de production d'énergie fossile. Et donc, on voit ici quelque chose qu'on peut déjà remarquer de plusieurs points de vue, c'est-à-dire que finalement, le groupe des BRICS réunit les plus grands presque producteurs et les plus grands consommateurs de pétrole, et cela montre évidemment que les groupes émergents ne sont pas du tout, on va dire, un groupe d'avenir en termes d'écologie mondiale, puisque leur croissance est à 80% basée
sur des énergies fossiles. Alors, ce ne sont pas les seuls, hein. C'est aussi le cas pour des pays plus développés, mais en tout cas, on ne va pas forcément y voir l'avenir du monde de ce point de vue-là, du point de vue environnemental. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que à chaque fois qu'il y a ces BRICS qui se rencontrent, et d'autant plus que ce sont élargis, il y a toujours ce discours en disant ça y est, c'est la fin de l'Occident, c'est l'émergence d'un contre-pouvoir, et il y a toujours une forme de fascination, d'intérêt, un peu paradoxal ou un peu morbide, un peu cynique peut-être, surtout quand c'est un occidental qui est extrêmement content d'annoncer la fin de l'Occident. Mais étant donné que ces pays sont parmi les plus répressifs au monde, Chine, Arabie Saoudite, Émirats Arabes, Russie, on n'est pas sûr que ce soit finalement une si bonne nouvelle que les BRICS dominent dans le monde dans le futur. Et encore une fois, surtout, ce qui ralentit en fait, ce qui pose problème du point de vue des BRICS, c'est qu'il est lié à un ensemble de pays qui sont en tension réciproque. Donc Inde et Chine, Argentine, Brésil, Éthiopie, Égypte, Iran, Émirats et Arabie Saoudite, tout ça, c'est des pays qui sont en fait, non pas en synergie, mais plutôt en tension géopolitique. Et si un groupe est basé sur des pays en tension géopolitique, sa capacité à avoir une influence géopolitique globale est relativement restreinte. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.